Maintenant. Alors bonjour à tous, je suis Paul Boucherie au développement durable chez CAP. Aujourd'hui, on est accompagné de Olivier Thomas de chez Primum Nocere, qui nous fait le plaisir d'animer cette réunion avec nous, comme tous les mois. Ce sont des réunions qui, dans le cadre de la stratégie RSE de CAP, fait l'objet d'une présentation sur une thématique de la RSE, et aujourd'hui, cette thématique est présentée aux fournisseurs adhérents de CAP. Et donc, la thématique de ce mois-ci porte sur la cartographie des achats, pardon, et sur le PNAD, le plan national des achats durables. Donc, voilà, c'est une réunion qui a but interactif, évidemment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, un moment d'échange sera précisé en début de présentation par Olivier. Et j'espère que ce sera constructif pour tout le monde. Et donc, n'hésitez pas, bien sûr, à activer vos micros ou même votre vidéo lorsque vous aurez besoin d'intervenir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne présentation. Olivier, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je partage mon écran. C'est parfait. Donc, nous avons aujourd'hui deux sujets. N'hésitez pas à utiliser le chat puisque Paul le suit en direct. Et donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'interrompre à tout moment. Et puis, quoi qu'il en soit, de toute façon, dans une vingtaine de minutes, on pourra rentrer dans des échanges ensemble sur ces deux thématiques. Première thématique, le plan national des achats durables qui a été validé ce mois-ci en France. Il est valable pour plusieurs années, jusqu'en 2025. Alors, il y a des côtés très flous, il y a des côtés plus factuels, plus concrets. Vous allez voir, je vous en ai fait une synthèse. Il y a 22 actions en tout. J'en ai extrait à peu près une quinzaine qui vont impacter l'ensemble des établissements adhérents à la CAP et l'ensemble des fournisseurs également. Et puis, dans un deuxième temps, on va parler de la cartographie des achats. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de le réaliser pour vous-même dans votre propre politique d'achat. Et nous l'avons expliqué aussi à l'ensemble des adhérents de la CAP ce matin, puisque, eh bien, quelque part, ils vont vous challenger sur ces sujets-là dans les mois et années à venir. Et l'idée étant de mettre tout le monde autour de la table pour qu'on soit tous d'accord pour faire évoluer ce sujet-là. Plan national des achats durables, je vous engage à le lire. Ce n'est pas très compliqué à lire, il n'y a qu'une vingtaine de pages. C'est rare qu'il y ait des plans nationaux qui ne comportent pas 180 pages. Là, il y en a une vingtaine, c'est assez facile à lire. Il est validé depuis la semaine dernière. Il y a deux grands objectifs dans ce plan national. Avant, il s'appelait Plan national des achats publics durables, PNAPD. Ils ont enlevé le P. Je pense que symboliquement, c'est important puisqu'il ne s'applique pas uniquement au secteur public, ce qui veut dire que l'ensemble des établissements privés vont devoir aussi s'engager dans cette dimension-là. Deux grands objectifs. Le premier, d'ici 2025, faire en sorte que 100% des contrats de la commande publique notifiés au cours de l'année comprennent au moins une considération environnementale. Et vous allez le voir, après 30% de considération sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, on est sur ce que l'on appelle l'article 35 de la loi Climat et Résilience, renforcement de la systématisation des considérations environnementales dans les marchés publics. C'est issu de la Convention citoyenne. Eh bien, l'article 35 va vous imposer très clairement d'ici 2025 la réalisation de ce qu'on appelle les analyses du cycle de vie des produits et services. C'est écrit dans la loi. Aujourd'hui, on évoque la considération environnementale de manière très floue, mais c'est plutôt pas mal, défini comme la prise en compte d'une dimension environnementale dans l'acte d'achat. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça ne vous est pas imposé. La dimension environnementale est entendue au sens large, comme par exemple réduction des prélèvements de ressources, la composition de produits, notamment sur leur caractère écologique, polluant ou toxique, le caractère réutilisable ou recyclé ou reconditionné ou recyclable du produit, les économies d'énergie générées ou la prévention de la production des externalités négatives. Bref, 100% des produits et services doivent comporter une considération environnementale à définir. Pareil sur les considérations sociales, là on est sur 30% de contrats de la commande publique qui doivent comprendre des considérations sociales. Qu'est-ce que c'est qu'une considération sociale? Elle est définie comme la prise en compte de la dimension sociale dans l'acte d'achat. OK, c'est flou. Elle est entendue au sens large, comme par exemple l'insertion des publics éloignés de l'emploi et des personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l'égalité femmes-hommes, le respect des exigences éthiques, le respect des droits de l'homme ou équitable, la performance de la protection et la formation des salariés en lien avec la prestation commandée.
Les acheteurs publics auront ainsi à leur disposition des possibilités croissantes de recours aux clauses sociales d'insertion et au marché réservé, avec une plus grande capacité de ce secteur à répondre à la commande publique. Bref, considération sociale dans 30% des contrats signés. Deux axes dans ce plan national d'achat durable. Le premier, aider les acheteurs à s'emparer des objectifs du PNAD. Ça concerne donc 100% des adhérents de la CAP, c'est-à-dire plus de 3 000, je crois, établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux. Mais ça vous concerne vous aussi, parce que vous-même, si vous voulez être efficace en termes d'achat, eh bien, vous devez aussi décliner pour votre propre organisation une stratégie d'achat durable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet axe 1 ? Action numéro 1, mettre à disposition des acheteurs des outils numériques et ergonomiques favorisant la prise en compte de ces considérations sociales et environnementales. Donc, afin de faciliter les échanges entre les acteurs et de mutualiser les savoirs et les expériences, une plateforme qui s'appelle RAPID, RAPI2D, le réseau des administrations publiques intégrant le développement durable, plateforme à laquelle je suis abonné, je la suis tous les jours, énormément de partage de pratiques, énormément d'interactions entre les acheteurs. C'est un des outils très importants et majeurs de ce plan. Ça permet aux acteurs investis dans l'achat public d'échanger et de partager. Je vous engage vraiment, vous pouvez y être inscrit, à voir quelles sont les questions que les acheteurs se posent, parce que ces questions vont retomber en pluie sur vous-même pour pouvoir justement répondre à leurs interrogations. Action numéro 2, élaborer et partager des outils pour intégrer les considérations environnementales. Donc, les outils, c'est quoi ? Ce sont des clausiers, de la définition de clauses qui vont être écrites dans des guides et des fiches pratiques élaborées par différents pilotes ou contributeurs, permettre de partager les outils existants, il en existe beaucoup, valoriser les labels environnementaux d'excellence. Donc là, il y a aussi une montée en compétences de la part des acheteurs, et puis peut-être surtout le développement d'outils favorisant la prise en compte du cycle de vie des produits ou des services. En ce qui nous concerne, sur l'agence Primum Non Nocere, on a proposé à la DGOS de créer un outil d'éco-conception des soins qui intégrerait l'analyse des cycles de vie des produits que vous vendez. Et donc, tout ça se mettra en place très certainement d'ici 2025. Si ce n'est pas avec nous, ce sera avec d'autres. Il faudra s'y préparer. Action numéro 3, élaborer et partager des outils pour intégrer les considérations sociales. Eh bien, c'est la même chose, se doter d'un clausier, valoriser les guides sur les aspects sociaux de la commande publique et mettre en lumière dans les clauses d'achat public tout ce qui est lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, tel que nous l'avons déjà cité tout à l'heure. Action numéro 4, mettre à jour et diffuser un outil d'auto-évaluation et de sensibilisation. Donc ça, c'est plutôt un bon plan. Cet outil existe déjà pour proposer aux acteurs un outil permettant d'analyser leurs propres achats durables. C'est l'ADEME qui va créer cela et je vous engage à découvrir aussi celui du ministère de l'économie, RFAR, doté d'un outil d'auto-évaluation. Faciliter le recours à des fournisseurs inclusifs. Donc là, l'idée, c'est de mettre en lumière les 6000 structures en France identifiées comme fournisseurs inclusifs. Vous avez ici l'adresse Internet pour le trouver. Cet outil permet aux acheteurs d'accéder gratuitement à l'ensemble des fournisseurs inclusifs du territoire et un outil de sourcing inversé permettant aux entreprises sociales inclusives d'accéder à la liste des acheteurs, voire des marchés comportant des dispositions sociales. Ça marche dans les deux sens. Action numéro 7, renforcer l'offre des facilitateurs sur le volet social et déployer le volet environnemental. Donc là, j'ai fait une découverte au travers de ce plan, c'est qu'il existe 480 facilitateurs en France qui travaillent avec les collectivités locales pour les accompagner sur les consultations et la rédaction des marchés. Donc, vous devez certainement, vous-même, fournisseur en ligne, pouvoir être challengé par ces facilitateurs. La nouveauté, c'est qu'il y aura des facilitateurs de territoire. Cette action vise donc à déployer une offre de facilitateurs sur les causes environnementales et sociales dans les achats publics. On voit donc que l'ensemble des acteurs sont en train de monter en compétences. Mobiliser le levier de la formation, organiser la diffusion d'un kit de formation achat public. L'ADEME va distribuer un kit d'achat public à très court terme. En ce qui concerne la formation, beaucoup de choses à dire. Là, vous le voyez, l'objectif étant d'appuyer et de mettre en lumière toutes les formations existantes. J'en profite pour vous expliquer, vous annoncer que l'on a créé avec la fac de droit de Montpellier un diplôme universitaire sur les achats publics hospitaliers, sur les achats responsables hospitaliers, pas publics,
Ce diplôme démarrera à la rentrée de septembre ou plutôt de janvier. On est en train de le créer, de valider tout le contenu de ce diplôme universitaire dans lequel on a l'intention d'associer des acheteurs et des industriels pour vraiment créer une culture commune. Faciliter l'accès aux formations pour les achats publics durables. Donc, il y aura de plus en plus de promotion et de référencement sur la plateforme rapide de ces différentes formations existantes sur le territoire. Ça, c'était pour le premier axe. Le deuxième, mobiliser, animer, promouvoir et suivre le PNAD. L'atteinte des objectifs de ce plan national d'achat durable ne pourra être réalisée sans une mobilisation forte de tous les acheteurs, décideurs, acheteurs et opérateurs économiques. Cette mobilisation sera encouragée par une promotion forte des achats durables incarnée par une personnalité de haut niveau. Nous aurons donc bientôt en France une personnalité dite de haut niveau, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être un haut fonctionnaire de plus, en charge de ces sujets-là. On verra bien, mais en tout cas, nous aurons certainement un interlocuteur en capacité d'éclairer acheteurs et producteurs. Action numéro 11 de cet axe 2, comment agir auprès des décideurs? Eh bien, en formant les décideurs publics et privés aux enjeux du déploiement d'une politique d'achat responsable. Les structures doivent organiser la professionnalisation de ces équipes. Donc là, il va y avoir vraiment des plans d'action à décliner sur ces sujets-là. La réalisation d'une formation achat public durable à destination des décideurs permettra d'inciter ces derniers à identifier les achats publics comme un levier d'intégration des enjeux du développement durable au cœur de leur activité et de surmonter les interrogations d'une démarche d'achat durable qu'elles peuvent parfois susciter, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous en avons beaucoup, en tout cas à la CAP, on en reçoit beaucoup. Action numéro 12, recenser, valoriser les bonnes pratiques et plans d'action locaux afin d'assurer leur déploiement. C'est la mise en avant des initiatives, des plans, des labels existants comme le label RFAR. Nous vous l'avions déjà présenté autour de cette table. Le label RFAR est très important dans cette dynamique. Je rappelle l'acronyme Relations fournisseurs et achats responsables. Action numéro 15, le but étant pour l'État de cartographier et d'étendre les différents réseaux d'acheteurs investis dans la promotion de l'achat durable. Eh bien, ça peut paraître évident, mais cette cartographie n'existe pas. Donc, une cartographie précise des différents réseaux d'acheteurs publics et privés pour s'assurer que chaque acteur de la commande publique puisse bénéficier d'un accompagnement, quelle que soit sa nature ou sa situation géographique. Les réseaux régionaux soutiennent et accompagnent localement les acheteurs dans leur travail de prise en compte du développement durable dans leur marché. Eh bien, cette cartographie n'existe pas, elle permettra d'être mise à la disposition de tout le monde. Action numéro 13, accompagner le développement des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, c'est ce qu'on appelle les SPASER. Les collectivités et les acheteurs qui sont soumis au Code de la commande publique ayant un volume d'achat de plus de 100 millions d'euros par an doivent créer ces schémas de promotion des achats responsables. Ces schémas présentent une opportunité de rassembler l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'un plan d'action stratégique d'achat durable. On voit que toutes les collectivités vont devoir s'y engager. Cartographier et étendre les différents réseaux d'acheteurs. Alors là, c'est là qu'on parle spécifiquement de la santé. Je vais insister sur ce qui est en vert là. Approfondir les liens existants entre les réseaux régionaux d'acheteurs durables et les réseaux d'acheteurs hospitaliers. Là, on va certainement avoir une connexion avec les GHT, les fameux groupements hospitaliers de territoire, pour mailler l'ensemble du territoire sur ces achats. Peut-être que demain, ces GHT ne seront pas réservés qu'au secteur public, mais intégreront aussi les acteurs du privé, notamment dans la santé. Action numéro 19, remettre chaque année un trophée, récompenser les meilleures initiatives en matière d'achat public durable. Alors là, on reparle d'achat public, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une coquille. Ils n'ont pas pu s'en empêcher, ils ont remis le mot public. Trophée national remis chaque année, cette récompense des initiatives vertueuses et innovantes en faveur du développement durable. Très bien, c'est inspirant, remettre des trophées, ça peut permettre de mettre en lumière les actions innovantes, ça peut permettre de promouvoir vos produits et vos services. Action numéro 20, promouvoir et présenter le plan au niveau européen. Eh bien, la France a un objectif très précis, c'est de promouvoir ce plan auprès des autres pays de l'Europe. Eh bien, j'ai appris ce matin, c'est la même chose, on avait déjà parlé ici autour de ces webinaires des sociétés à mission. Vous savez que la France, dans le cadre de sa loi Pacte, a créé des statuts spécifiques pour les sociétés à mission. C'est très inspirant, ça marche bien. J'ai le plaisir de vous annoncer d'ailleurs que nous sommes officiellement depuis une semaine sociétés à mission, puisqu'on a été audité, et que sur les 500 sociétés à mission françaises déclarées, il n'y en a pas plus de 15 qui ont été auditées. Nous faisons partie de ces 15, donc cocorico, on en est très content. Et la France se positionne au niveau européen pour promouvoir la logique de la société à mission au niveau de l'Europe. Donc, c'est bien de voir que la France se bouge sur ces sujets.
L'objectif est de faciliter les échanges des meilleures pratiques pour contribuer ainsi à la mise en œuvre d'une commande publique durable. Eh bien, ce n'est pas anodin, puisque nous, on vient d'être sollicité par des établissements en Europe, ailleurs, Suède, Belgique, Suisse, pour justement les aider dans la montée en compétences sur les programmes de très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Et donc, l'achat sera impacté. Vos sociétés qui vendent à l'international peuvent être aussi engagées dans ces thématiques-là. Donc, voilà le plan national des achats durables. Ce n'est pas une grande révolution, c'est une confirmation de ce qui était présenté il y a quelques mois, parce qu'il y avait eu une consultation citoyenne à laquelle nous avions pu répondre. Eh bien, voici les résultats. Je vous engage à le lire. Enfin, pour impulser la discussion, dans la suite de la stratégie d'achat responsable d'une organisation, soit d'un établissement de santé, soit de votre organisation, voici, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous l'aurez dans le cadre des documents qu'on va vous faire suivre, ce que l'ANAP, l'Agence nationale de l'amélioration de la performance hospitalière, a envoyé à tous les établissements de santé français. Vous avez là la stratégie de l'ANAP, qui est très engagée depuis peu sur la stratégie RSE des établissements hospitaliers français. En une page, ils ont évoqué la stratégie pour mettre en œuvre ce périmètre de cartographie des achats. Nous, on a fait un petit support que vous aurez, je vais vous le montrer, c'est celui qu'on utilise sur notre agence, support Excel tout simple, pour réaliser la cartographie des achats. En clair, c'est quoi ce terme un peu pompeux? À l'échelle d'une organisation comme la vôtre, c'est de définir qui achète quoi et à qui. La CAP vient de faire cette cartographie et je vous engage à la faire, non pas sur 100% de vos achats, bien évidemment, ça serait trop compliqué, mais si vous voulez savoir qui achète quoi et à qui, et de ce fait, après, pouvoir définir des critères de choix très précis, eh bien, voici ce qu'on peut mettre en place à l'échelle d'une organisation. Quel est mon service? Qui est le référent du service? La nature et le nom du produit? Est-ce qu'il y a un code barre, une quantité annuelle, un coût unitaire? Est-ce que j'ai bien les fiches de données de sécurité ou les fiches de déclaration environnementale et sanitaire? Est-ce que le produit bénéficie d'un label, d'un écolabel? Quel est le nom du fournisseur, sa localisation, la fréquence des commandes, la fréquence des livraisons, le type de conditionnement? Ça, c'est un des points clés et vous allez voir que cette année, on va insister très lourdement, au risque d'être même un peu lourd avec vous, sur la quantité d'emballage que vous nous livrez avec les produits. C'est vraiment un point clé. On a aujourd'hui des services de livraison qui sont vraiment sursaturés de carton, d'emballage, de polystyrène et on peut réduire, et certains d'entre vous autour de la table ont fait des efforts assez conséquents. Quels sont les modes de livraison, les modalités d'achat? Est-ce que nous avons un fournisseur qui est engagé dans une démarche développement durable? Est-ce qu'il y a même un indice vert A++, A+A ou pas? Sur le pourquoi, bien, quel est l'usage de ce produit? Quelle est la fréquence d'utilisation? Est-ce que j'ai des commentaires spécifiques sur la qualité d'usage? Sur la fin de vie, très important aussi, quel est le mode de traitement de mon déchet en fin de vie? Est-ce que j'ai une solution de revalorisation qui m'est proposée par mon prestataire ou pas? Est-ce que je dois l'inventer? Est-ce que cette prestation a un coût? Et enfin, sur les indicateurs, est-ce que j'ai bien les quantités consommées? Alors ça, c'est pour le secteur hospitalier par journée d'hospitalisation. Quelle est la part d'achat dans mon budget global? Et quelle est l'évolution de ce marché à très court terme? Donc ça, c'est ce qu'on utilise dans un établissement de santé. J'imagine que certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Je connais certains d'entre vous. Et je pense que c'est important de le faire. Et je conclue toujours ces interventions en citant Coluche, puisque on le voit bien quand on fait une cartographie des achats, hein, ça permet d'identifier quelques gaspillages et gâchis. Eh bien, la première règle au niveau des achats, c'est cette phrase-là, quand on pense qu'il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça ne se vende plus. En effet, on voit que l'on a beaucoup de gaspillage dans nos achats. Enfin, je vous représente ce diplôme universitaire à la fac de droit de Montpellier. Donc ça, ce n'est pas celui qui va ouvrir en septembre, je suis dédié aux achats, mais c'est le diplôme universitaire sur le management du développement durable en santé. Je vous engage à le découvrir parce que ça permet de faire monter en compétence beaucoup d'acteurs dans le pays. Enfin, en ce qui nous concerne, on est en train de créer un réseau d'acteurs engagés. Sur ce réseau d'acteurs engagés, si vous voulez à titre personnel, individuel ou collectif, rejoindre ce réseau, n'hésitez pas à nous poser vos questions, puisqu'aujourd'hui, on est en train de fédérer à peu près, là actuellement, plus de 500 personnes qui ont envie de s'engager sur le sujet de la RSE et de la santé environnementale. N'hésitez pas à rejoindre cette dynamique, parce que le monde de la santé peut se mettre aussi au service plus globalement de la biodiversité, de notre écosystème. Et on le voit aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations. Je ne fais pas plus long pour qu'on puisse privilégier les échanges. Je connais certains d'entre vous, donc je ne vais pas vous interpeller, mais je pense qu'il serait intéressant qu'on ne soit pas uniquement dans une information descendante. Est-ce que certains d'entre vous, vous pouvez nous faire part de vos expériences, soit
sur les freins ou les leviers face à ce plan national d'achat durable ou sur votre cartographie des achats, si certains peuvent nous faire part de leur expérience et de la partager avec les autres participants, ça serait formidable. Et puis, ça me permet de ne pas parler tout seul à mon ordinateur, ce qui est cool aussi. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, soit via le chat, soit via les micros. La parole est à vous. Alors, si la première question est toujours difficile à poser, hein, je la fais à chaque fois, elle est plus très drôle, mais je vous engage à passer à la deuxième directement. À chaque fois, elle me fait rire, donc je m'autorise, c'est bien. Hein, elle est pas mal. Alors, je vois qu'on a des gens de Sodexo Santé et de Sogeres. Bon, Sodexo Santé et Sogeres, vous êtes des acteurs engagés. L'alimentation, la loi Egalim, vous référencez des quantités de fournisseurs locaux, de saison ou pas. Il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur la qualité de la restauration. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous faire sur ces sujets-là? Ils sont inscrits, mais ils ne sont pas en ligne. OK, j'ai fait chou blanc. Je ne sais pas si l'IRECO est connecté, mais l'IRECO est également une société française qui a fait beaucoup d'efforts sur sa cartographie d'achat. Donc, si vous êtes en ligne, ça serait formidable de pouvoir nous faire un retour d'expérience. Alors, vous n'avez aucune interrogation, aucune affirmation, aucun frein, aucun levier, aucune expérience à nous partager? Ah bah alors là, la question, est-ce que ce nouveau dispositif sera imposé aux acheteurs publics? Oui, je pense que très clairement oui. Le réseau rapide auquel moi je suis abonné, entre guillemets, vous pouvez le faire aussi. Je participe aux échanges entre les acheteurs publics tous les jours. Je suis inondé de mails. Je peux vous dire qu'en 6 mois, les interrogations des acheteurs publics ont été multipliées par 10. C'est à peu près le chiffre. Donc oui, très clairement, ces sujets vont être très prégnants. Le ministère de l'économie qui a créé la charte RFAR et le label RFAR aussi monte très fort. Vous avez plusieurs centrales d'achat en France qui ont signé cela, des GHT. Donc très clairement, quand on sait que le secteur de la santé représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le double de l'aviation civile, on a quand même tendance à l'oublier. On tape beaucoup sur l'aviation civile, mais la santé, c'est 2 fois l'impact carbone de l'aviation civile. Et 65% des émissions de gaz à effet de serre du secteur, c'est vous. C'est-à-dire, c'est la politique d'achat du secteur hospitalier. Donc, est-ce qu'on va, entre aujourd'hui et 2030, être très challengé pour réduire notre empreinte carbone, la quantité de déchets, l'analyse du cycle de vie de nos produits? La réponse est oui, très clairement. Il n'y aura pas de recul possible en la matière. Et il y a énormément de réglementations actuelles et à venir qui font qu'en effet, je pense que cela sera incontournable. Et puis, les gens se forment sur le marché. D'une part, les gens se forment. Les jeunes générations qui arrivent, j'en embauche beaucoup aujourd'hui, les jeunes générations de directeurs d'établissement aussi, sont en train de se former sur ces sujets-là. Alors, seul le prix compte, oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à prendre en considération l'achat en coût global. Alors, c'est le début, c'est émergent. À la CAP, par exemple, Paul Boucherie, qui est là, conseille les établissements de santé, souvent, lorsqu'ils ont des demandes, sur le coût global d'une prestation. En effet, je peux acheter un produit à un prix direct, très bien, mais si autour, je génère plus de déchets, plus de transport, eh bien, tout ça, on sait calculer le coût global. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail et citer des exemples de gens qui sont autour de la table s'ils ne le font pas, mais je sais que certains d'entre vous, vous allez être particulièrement malmenés dans les mois qui viennent sur les déchets générés, sur les consommations d'énergie et sur ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, ça va faire partie des grands enjeux, bien évidemment. Il y a ceux qui vont l'anticiper, qui vont prendre des marchés, ceux qui ne vont pas l'anticiper, qui vont en perdre. Je suis désolée, je reprends la parole en direct si vous m'entendez. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça va en plus dans le sens des la nouvelle réglementation des CCAG. Oui. Vraiment au travers du discours avec nos acheteurs, qu'ils soient publics ou privés, encore une fois, ça n'a vraiment pas l'air de les perturber un instant. Alors, on a dans tous nos cahiers des charges, en tout cas dans les règlements de consultation, parfois une petite note qui varie en réalité pas sur la RSE,
qui est entre 5 et 10%. Je crois que la CAP est la seule centrale avec laquelle nous travaillons qui a un fort engagement RSE. Après les autres, c'est vraiment, vraiment pour être dans l'air du temps. Et la réalité des choses au travers des marchés, c'est qu'ils s'en moquent royalement. Oui, je vous rejoins à 200%. Sauf que ce que je veux essayer de vous exprimer, c'est que la tendance du marché, c'est une tendance qui fait que ça va devenir un argument majeur. Moi, je ne me projette pas à la fin de 2022, je ne vous parle pas de 2022, hein, je vous parle de la décennie qui vient. Entre aujourd'hui et 2030, je peux vous dire que toute la politique d'achat va changer. Quand on voit des circulaires du 31 décembre de la DGOS, un peu surréaliste, hein, déjà, quand on dit circulaire du 31 décembre, c'est déjà en soi surréaliste. Circulaire qui fait 180 pages. Et je crois qu'à la page 179, vous avez un chapitre qui dit « Les hôpitaux doivent se concentrer sur acheter des masques et des gants produits et sourcés en France. Et si c'est plus cher, la DGOS va payer. » Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une révolution totale. Donc, ça veut dire que demain, les fabricants de masques et de gants qui sont en dehors du territoire, je peux vous garantir qu'ils vont avoir des problématiques parce que les masques et les gants français sont un peu plus chers, mais il y a un engagement écrit de la DGOS de financer le surcoût. Donc, tout ça arrive tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je pense que là où ça va changer, c'est les nouveaux collaborateurs, les nouveaux acheteurs qui arrivent sur le marché et qui sont formés sur ces sujets-là. Je ne vous parle pas des anciens acheteurs, des anciens directeurs qui ne sont pas formés sur ces sujets-là, qui n'y comprennent rien. Les nouveaux qui arrivent, là, j'ai rencontré des jeunes directeurs d'hôpitaux formés à l'EHESP qui maintenant ont un cursus sur ces sujets, des diplômes universitaires qui arrivent, une appétence du public. Ça va évoluer très fort. En tout cas, je pense qu'il y aura, jusqu'en 2025, ça va être un peu cafouillage, mais à partir de 2026, on n'aura plus le choix parce que la loi climat et résilience a quand même des articles très, très précis sur le sujet. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut être patient. Oui, il faut être patient, mais on peut être proactif, c'est-à-dire que vous avez un rôle majeur à jouer. Je pense que vous avez un rôle très, très important à jouer, non pas dans on se fout tous la pression les uns les autres. Je crois qu'on est tous des êtres humains et on a déjà assez la pression dans nos métiers, dans nos vies. Je pense que tout ce qui peut être collaboratif entre industriels, centrales d'achat et établissements de santé, c'est du gagnant-gagnant. Souvent, j'évoque la logique de la mesure de la qualité d'usage. Je crois qu'il y a des retours que vous n'avez pas forcément des utilisateurs de vos produits très importants. Moi, j'ai une quantité de photos dans mon ordi d'emballage, par exemple, où on a même fait l'empreinte carbone des emballages inutiles. On est sur plus de 780 tonnes par an de CO2 générées par des emballages, mais totalement inutiles, qui ne servent à rien. Ça veut dire qu'il y a des effets collatéraux incroyables. Vous avez des camions en France qui tournent à vide toute la journée. C'est-à-dire que quand on est sur l'autoroute, les camions, il y a à peu près 60% du camion qui est du vide parce que les emballages ne sont pas adaptés. Un hôpital aujourd'hui peut gérer 70 à 90 tonnes de carton de par ses livraisons. Derrière, il y a des troubles musculo-squelettiques, de l'argent jeté par les fenêtres. Voilà, tout ça, si vous voulez, c'est en train d'être maintenant connu, reconnu, mesuré, mesurable. Il y a des bonnes pratiques. On fait des réunions sur ces sujets-là dans les régions. On a certaines ARS maintenant qui financent des actions là-dessus. Donc, ça va bouger. Voilà, ça va bouger très fort. Il faut s'y préparer. Plus vous allez l'anticiper, plus vous allez gagner. Il y a deux façons de se positionner sur la RSE. C'est je subis ou j'agis. Tous ceux qui vont agir vont gagner, ceux qui vont subir vont perdre. C'est un peu un raccourci, mais c'est une réalité. Oui, on y travaille, mais à condition que nos acheteurs veuillent bien prendre le temps de lire ce qu'on leur propose en termes de RSE. Justement, profitez de la CAP pour ça. La CAP, elle anime des commissions, elle fait du lien entre les fournisseurs, les industriels, les acheteurs. Faites savoir les choses. Quand vous faites des belles actions, répondez à l'indice vert. Donnez des éléments concrets. On peut faire du lien. L'idée, ce n'est pas de mettre la pression aux uns et aux autres. Non, c'est que tous on monte en compétences pour que nous tous, qui sommes aussi des pères et mères de famille, on puisse agir pour la santé des générations futures au travers de nos métiers. C'est une véritable raison d'être. Je pense que la CAP est en train de définir sa raison d'être. Vous êtes certains labos aujourd'hui à vouloir vous transformer en société à mission. Je vous engage à le faire. Eh bien, au-delà du business des uns et des autres, on peut vraiment avoir un rôle majeur dans ce monde de la santé. Bonjour.
Bonjour. Pierre Gervais, laboratoire Medifa Santé. Moi, c'est plus une question qui va malheureusement pas concerner tout le monde, mais qui nous concerne nous. Il y en aura peut-être qui se reconnaîtront là-dedans. Aujourd'hui, nous sommes un laboratoire exploitant, donc nous ne produisons pas. Nous commercialisons des produits pour le compte de nos partenaires étrangers. Donc, nous mettons à disposition des adhérents et du marché français des produits qui sont produits à l'étranger par différents fournisseurs. Et la complexité est justement que chacun de ces fournisseurs a son propre plan RSE, a ses propres démarches, a ses propres avantages et inconvénients. Et tous ne sont absolument pas, bien évidemment, au même niveau de respect de ces engagements-là ou d'actions mises en place. Aujourd'hui, lorsqu'on répond à un appel d'offres, on est un titulaire pour le compte de peut-être 4, 5, 6 fabricants différents qui ont justement des politiques complètement différentes. Quel serait votre conseil là-dedans pour essayer d'optimiser notre visibilité et mettre en avant, ou plutôt mettre en valeur certains de nos partenaires qui font des choix forts en termes de respect de l'environnement, en termes de politique sociale, sans que cela ne leur pèse dessus comparé à ceux qui n'en font beaucoup moins? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous avez évoqué. Ma réponse, ça va être un copier-coller de l'action qu'on a mise en œuvre sur la CAP. C'est-à-dire que pour la CAP, qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans? On a créé l'indice vert. C'est le questionnaire auquel vous êtes soumis les uns et les autres pour vous donner une cotation, une notation. Donc, ça permet d'avoir à la CAP la connaissance du respect de vos engagements sur la RSE. 2, ça vous donne aussi un plan d'action. Nous, à notre niveau, on a créé un autre outil qui est un outil de mesure de l'engagement pour les sociétés comme les vôtres, hein, certains ici les utilisent. Si vous voulez demain avoir une politique d'achat et appliquer vos critères de choix à l'ensemble de vos fournisseurs, il existe des applications, des référentiels où vous pouvez avoir un scoring de l'ensemble de vos fournisseurs. Et dès lors que vous avez un scoring de l'ensemble de vos fournisseurs, eh bien, ça change complètement la donne. Je vais vous en montrer un anonymisé. Comme ça, je ne dirai pas qui c'est. Je vais vous montrer le scoring d'un fournisseur. Je vais repartager mon écran. Ça, c'est pour aider à la politique d'achat de structures comme les vôtres. Je vais le grossir. Voilà. Vous l'avez, mon écran? Oui. Oui. Ça, c'est une application qu'on a mis en ligne. Vous passez à peu près, il faut 45 minutes à 1 heure par fournisseur. Alors, ce qui est beaucoup et rien à la fois. Oui. Mais parce que quand vous avez 100 fournisseurs, ça veut dire très bien, il faut 100 heures déjà. Mais ça vous permet d'avoir un choix complet pour choisir un produit ou un service. Le fournisseur que vous avez là, ça c'est moi qui l'ai fait avec eux en direct, eh bien, ça m'a permis, moi, de faire mes choix pour choisir un fournisseur ou pas, puisque les notes pour ce segment d'achat, elles allaient de 30 à 60%. Donc là, j'ai la moyen d'avoir un choix. Mais ça permet aussi au fournisseur en question d'avoir son plan d'action. Là, c'est un fournisseur qui, en termes de qualité d'air intérieur, n'est pas du tout engagé, il faut qu'il le fasse, qui n'a pas de politique d'achat, qui n'a pas mesuré ses impacts sur la biodiversité, qui n'a pas mesuré son empreinte carbone et qui n'a aucune action de solidarité. Si on fait un schéma, ce fournisseur-là, il travaille sur ces 5 actions. L'année prochaine, il est à 70%, il devient un des fournisseurs les plus engagés de son segment et vous en avez les éléments de preuve. Donc, en fait, c'est assez simple. Ce qui est compliqué, c'est de savoir par où le prendre. Le savoir par où le prendre, il faut créer ou utiliser les outils. Soit vous créez un outil interne et vous vous en débrouillez avec vos propres objectifs, soit vous utilisez des produits qui sont sur le marché. Donc, c'est tout à fait faisable. Et c'est très motivant parce que du coup, c'est ce que j'adore dans le développement durable, c'est que c'est l'impact sociétal. C'est-à-dire que vous avancez, mais vous faites aussi avancer vos parties prenantes. Dernier exemple, une société comme la vôtre, si vous utilisez ça, moi, je l'utilise au niveau de mon agence. Ma note d'achat responsable, c'est l'agrégation de la note de tous mes fournisseurs que j'ai choisis. En clair, je prends des mauvais fournisseurs qui n'ont pas d'engagement, j'aurai une note minable en termes d'achat responsable. Je prends des fournisseurs engagés, j'aurai une note meilleure. Et puis, quelle que soit la note que j'ai, si je fais monter en compétence mes propres fournisseurs grâce à ma politique d'achat, ma note d'achat durable va évoluer chaque année. Donc, pour moi, ces outils-là sont très motivants et sont très faciles d'utilisation. Ça permet de savoir par où le prendre, en fait. Merci. Je vois qu'on a une question dans le chat. Qui n'est pas fragile. Je suis transporteur qui va en tout cas analyser tout litige. Ok, si, alors je vois la question, il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail pour vous donner une réponse. Je ne peux pas faire du générique comme je le fais là, mais si votre matériel n'est pas fragile, je ne vois pas où est le problème d'avoir. Enfin, c'est que votre sous-traitant, ce n'est pas le bon.
Si le matériel n'est pas fragile, il n'y a pas de raison de l'emballer, voire de le suremballer. Il n'y a pas de raison à ça. Donc, c'est pareil. La politique d'achat d'un sous-traitant, c'est une vraie clé. Beaucoup de fournisseurs me disent « Ah ben, moi, je génère des déchets, mais ce n'est pas moi, c'est le sous-traitant. Ou c'est le répartiteur. J'ai des photos là où j'ai deux ampoules, 2 boîtes de médicaments dans un espèce de carton qui fait 1 m3. Et le fournisseur, quand je le contacte, me dit « Ah, mais ce n'est pas moi, c'est le répartiteur. » Mais c'est vous qui choisissez le répartiteur ou le sous-traitant, ce n'est pas moi. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais ça, c'est une donnée très importante. La semaine dernière, je constate dans un établissement que j'accompagne qu'un éco-organisme chargé de l'enlèvement des D3E, c'est-à-dire les déchets d'équipements électriques et électroniques, fournit des cartons d'1 m3, c'est-à-dire un réceptacle pour collecter les déchets électriques et électroniques. Au lieu de le livrer plié, le carton est livré sur palette montée, c'est-à-dire on livre un carton d'1 m3 vide. Ça n'a aucun sens de faire ça. On contacte le fournisseur, il ne nous répond pas. Très bien, on met le post sur les réseaux sociaux, 15 000 vues. 48 heures après, on est contacté par le fournisseur qui nous dit j'ai trouvé une astuce, je vais les livrer pliés et non plus montés. Résultat des courses de cette action-là, on passe de 52 camions à 7. Vous voyez que c'est colossal comme impact, juste pour un carton vide. Donc, ce sont des sujets sur lesquels il faut se poser des questions. Et pour ne pas faire trop long, je vais vous dire une chose très importante que j'ai constatée ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas un seul sujet de la RSE sur lequel on n'ait pas trouvé de solution. Sauf que les solutions, elles sont collectives. Elles ne sont pas individuelles. C'est pour ça que le travail de la CAP, de fédérer aussi bien les producteurs que les acheteurs, est fondamental. Vous avez une problématique à résoudre, mettons-nous autour de la table. On a créé une commission RSE avec des établissements pour analyser les satisfactions, les insatisfactions, les besoins non couverts. Il y a des solutions sur tout, mais pour ça, il faut avoir envie de collaborer, il faut avoir envie d'avancer. De toute façon, là, je vais m'adresser à vous, non plus en tant que professionnel, mais en tant que mère de famille ou en tant que père de famille. Très sincèrement, la situation dans laquelle on est dans notre pays, avec une population humaine et mondiale qui a été multipliée par 8 en 2 siècles. Moi, depuis que je suis né, la population elle a été multipliée par 2. On est passé de 4 milliards à 8 milliards de gens. Si on continue à jeter, à consommer de l'énergie fossile, consommer du plastique à usage unique, qui fait qu'on retrouve des microbilles de plastique aujourd'hui dans le placenta et dans le sang humain, voilà, on a un avenir qui est pas rose. En revanche, si on se met à bosser tous ensemble, toutes les problématiques qu'on évoque ont des solutions. Et on en a déjà résolu beaucoup. Donc, si vous êtes en ligne, c'est que vous avez envie de vous engager. Vous ne pouvez pas tout dire en ligne parce que vous êtes aussi entre concurrents, entre guillemets, mais n'hésitez pas à vous adresser à ce service-là qui est là pour vous aider, vous accompagner, non pas pour vous emmerder avec des clauses qui sont complexes à résoudre. Non, pas du tout. C'est pour faire en sorte qu'ensemble, on arrive à agir plus globalement et pour notre santé et pour la santé des générations futures. C'est un vrai défi et les solutions sont là. Et tout ce qu'on évoque aujourd'hui, ça fait partie des solutions. Si on revient à cette logique de plan d'achat durable, si on revient à ces cartographies de qui achète quoi et à qui, on peut vraiment faire des efforts assez simples qui ont un impact très, très, très important et très rapide. Environ 2% des achats, lorsque vous parlez des envolages, êtes-vous dans les 21% ou dans les 2%? Alors attendez, oh là 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 là. Nous sommes une société de fabricants distributeurs. Je lisais récemment dans un rapport que 8% des émissions de gaz à effet de serre de la santé, que 8% des GES émises par la santé, les déchets représentaient environ 2% et les achats d'EDM plus de 20%. Oui, bonjour, je suis Caroline Soldouis. Ce que vous disiez, les 8% que représente la santé dans les émissions de gaz à effet de serre et dans la ventilation, on va dire, des différents postes, les déchets, finalement, j'étais surprise de voir une faible part, mais les déchets dont vous parlez, les emballages, est-ce qu'ils sont dans la catégorie achat d'EDM ou achat de médicaments ou est-ce qu'ils sont dans cette catégorie déchets, on va dire? Ils sont dans les déchets. Ils sont clairement dans les déchets. Je vais vous présenter un tableau très important. Le temps que je me connecte, je vais combler entre-temps. Il faut savoir que ces chiffres, il faut les manier avec prudence. Je vous explique pourquoi. Quand on dit que la santé représente 8%, ce n'est pas si précis que ça. Alors, c'est une première approche, mais dans la mesure où on n'a pas l'analyse du cycle de vie des produits que vous nous vendez, ni des médicaments, ni des dispositifs médicaux, c'est une évaluation. Donc, ce n'est pas très précis. En revanche, je voudrais vous montrer comment se décomposent les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, parce que c'est sur la vue de ce tableau-là que vous allez comprendre certainement pourquoi il faut qu'on s'engage tous.
Donc, je suis en train de le mettre à l'écran. Je vais repartager mon écran dans quelques secondes. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, je l'ai. Alors, je fais partage d'écran. Voilà. Je pense que ce schéma, ne regardez pas les chiffres, mais les codes couleurs. Ce schéma va répondre à votre interrogation. Le secteur de la santé, pour l'instant, jusqu'en 2025, vous et les établissements ont obligation de mesurer uniquement ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est-à-dire l'énergie directe des établissements de santé ou de vous-même. Énergie directe, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on utilise là maintenant pour utiliser nos ordinateurs, notre chauffage, notre clim, éventuellement notre frigo qui nous a fait le pique-nique de ce midi. Quoi d'autre? La ventilation. Voilà, c'est l'énergie directe, c'est ce qui est en bleu ici. Donc, en clair, 10% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé sont représentées par les énergies directes. En d'autres termes, si on ne travaille que là-dessus, c'est comme si on n'avait rien fait. Les autres émissions de gaz à effet de serre sont les déplacements. Voilà. Dans le monde de la santé, c'est le déplacement des patients, des collaborateurs, des visiteurs, des marchandises et des déchets. Presque un quart. Ensuite, c'est la production et la valorisation des déchets. C'est ici les IMO et l'éco-conception des bâtiments. Et le vert, c'est vous et nous, c'est-à-dire la politique d'achat. Ce qui veut dire que la politique d'achat et les produits éco-conçus, c'est 65% de notre empreinte carbone, et les déchets, vous le voyez ici. Donc, quand on dit qu'il faut décarboner le monde de la santé, il ne suffit pas de travailler sur l'énergie directe qui ne représente que 10%, mais il faut travailler sur les énergies indirectes, et donc sur ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire transport, cartonnage, emballage, provenance des matières, produits biosourcés ou pas. Voilà. Donc, que vous soyez un fabricant, que vous soyez quelqu'un qui fait la promotion de produits conçus à l'étranger, on peut calculer l'empreinte ou l'analyse du cycle de vie d'un process ou d'un produit. En fait, je rebondis par rapport à ma question et merci pour ce que vous venez de présenter parce que c'est très intéressant. Mais justement, la vision de la répartition de ces postes, on parle beaucoup, et nous, comme c'est du matériel au bloc opératoire, justement des déchets, de la gestion des déchets. Et j'ai presque l'impression que c'est effectivement là que les gens se sentent peut-être avoir une action la plus facile à mettre en œuvre. Mais si je regarde ce camembert, finalement, il y a des postes qui sont beaucoup plus importants en termes de stratégie pour avoir un impact plus important sur la diminution de l'empreinte carbone. On va dire le cycle de vie le cycle d'émission d'un produit me semble plus intéressant que les déchets parce qu'on touche à 20% ou 30% et pas 2%, j'ai envie de dire. Dans les choix, tout est important, ça j'en suis persuadée, mais dans les actions à mener, on va dire. Oui, mais tout est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un critère de choix les plus importants pour moi, c'est le poids ou le volume des emballages directs et indirects. Ça, c'est dans l'analyse du cycle de vie, notamment ou pas. Je prends l'exemple souvent, alors pardon si vous fabriquez les produits que je vais évoquer, je vais citer deux produits, les solutions hydroalcooliques et la bétadine. La solution hydroalcoolique, aujourd'hui, il faut savoir que le contenant, on n'a pas le droit de le mettre aux ordures ménagères. Donc, si vous achetez une solution hydroalcoolique qui fait 300 ml et qui pèse 300 grammes vide, si le concurrent pour 300 ml pèse 200 grammes vide, vous avez intérêt à l'acheter à 200 grammes vide parce que vous allez réduire d'un tiers votre impact carbone, votre coût, votre transport, etc. Donc, ces critères-là doivent rentrer maintenant dans les critères de choix. La bétadine, c'est pareil. Vous savez que la bétadine, on était obligé, c'est plus le cas maintenant, de faire 2 douches à la bétadine avant un acte opératoire. Une douche à la bétadine, c'est 30 millilitres. Donc, je fais 30 millilitres à la maison, 30 millilitres à la clinique ou à l'hôpital en arrivant. Sauf que le flacon de bétadine, il est en 230 millilitres. Ça veut dire que derrière, je génère des déchets de manière absolument considérable. Pourquoi ne pas fabriquer des contenants en 30 millilitres puisque c'est la quantité d'une douche? Surtout que ce n'est pas comme un shampoing ou un savon douche. Je ne vais pas revenir chez moi après me tartiner de bétadine quand je reviens. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'éco-conception. Et là, vous réduisez les impacts, mais des impacts très importants collatéraux. Parce que quand on transporte des produits que l'on jette derrière, eh bien, ça a des impacts qui sont mesurables et qu'il faut prendre en considération. Donc, tout est lié, en réalité. Quand aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais c'est un clin d'œil à hier soir, quand vous arrivez dans un endroit, que vous commandez un Perrier, qu'on livre une paille en carton, et que je dis au serveur, mais ne me mettez pas de paille, il me dit, oui, mais c'est la norme dans notre chaîne d'hôtel. Je dis, mais je m'en fous. Pourquoi on me met une paille en carton?
On dit oui, on a supprimé le plastique, mais ça n'a pas de sens. Je supprime le plastique pour défoncer des forêts, mettre une paille en carton. Je n'ai pas besoin d'une paille. Donc, l'analyse du besoin est également une clé. Tout ça est lié. Aujourd'hui, on consomme 1 milliard de pailles par jour sur la planète. Ce n'est pas des petits chiffres, hein, et en plus, c'est des choses qu'on retrouve dans les océans derrière. Donc, tout ça a du sens, en fait. Et tout ça doit être travaillé et commence à être travaillé. C'est un début. Et si vous faites cette cartographie chez vous, vous allez vous apercevoir de choses incroyables. J'ai fait une cartographie des achats cette semaine dans un hôpital. Eh bien, dans la rubrique produits d'entretien, alors pardon pour les fabricants de produits d'entretien, eh bien, 5 gammes de détergents, 6 gammes de désinfectants. Ça n'a aucun sens. Pourquoi multiplier les pratiques après, les pratiques pour le personnel ne sont pas les mêmes, le stockage non plus, les fiches de données de sécurité des produits. Enfin, c'est une très grande complexité. Donc, cette cartographie des achats que l'on vous soumet, elle permet aussi de mesurer les incohérences ou les gaspillages. Caroline, on vous a perdu? Non, j'avais enlevé le son. Je vous remercie en tout cas. Oui. Okay. Après, il y a des choses qui me semblent difficiles dans on va dire, dans l'homogénéité des fournisseurs dans le calcul de leur cycle de… Comment vous appelez ça? Le cycle de… Cycle de vie, oui. Cycle de vie, oui. 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 Est-ce qu'il y a des critères communs ou internationaux? Parce que voilà, on est souvent des entreprises internationales. Est-ce qu'il y a des choses transversales propres à chacun? Il y a une méthode. L'analyse du cycle de vie, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est une méthodologie. Donc, en effet, il y a une méthodologie qui est tout à fait efficace et reconnue. Mais si vous n'en êtes pas là, il y a des choses qu'on peut faire. Exemple, provenance des matières, combien de kilomètres a été généré pour fabriquer un produit? Ou poids et grammage. Autre exemple, nous aujourd'hui, on est chargé par les établissements de santé de faire de l'éco-conception des soins. Éco-conception des soins, ça veut dire qu'on va décortiquer pour un geste, un soin ou un parcours de soins, on va décortiquer la quantité de dispositifs médicaux, médicaments, énergie, enfin tout ce qui est mis en œuvre. On a fait de l'éco-conception des soins pour la cataracte, pour les dialyses, pour des prises de sang, enfin pour tout un tas de choses, on est de plus en plus sollicité là-dessus. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a pas le grammage des dispositifs. C'est nous qui devons nous faire cela. C'est insupportable. Moi je pète un plomb parce que quand j'écris à un industriel pour lui dire « mais quelle est la quantité de métaux précieux dans votre dispositif médical » et qu'on me répond « secret médical », je vous promets, on pète un plomb. C'est une honte. Donc, on a trouvé récemment des dispositifs médicaux jetables à usage unique dans lesquels il y a de l'or, du platine et de l'iridium. Pourquoi ne pas nous le dire? Donc, donner une transparence totale sur les prothèses, les implants, les dispositifs médicaux pour qu'on revalorise. Donc, du coup, on a réussi à mettre en place en France des filières de revalorisation de l'or, du platine et de l'iridium. Mais tout ça, ça n'est pas fait avec vous. J'ai contacté le LEM, j'ai contacté le SNITEM pour faire des réunions de travail là-dessus. Ils n'ont pas le temps, ça fait 5 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense que maintenant, il faut faire une révolution interne, aussi bien de votre côté que du côté des établissements, pour se mettre autour de la table et dire on arrête. On arrête de faire ces choses-là. Le verre médicamenteux, ça fait 3 ans qu'avec la CAP, on travaille sur l'identification des gisements de verre médicamenteux qui sont détruits. On est dans un pays où on détruit des centaines de tonnes de verre médicamenteux. Ça n'a pas de sens. Donc, si on veut faire ça, eh bien, il faut qu'on arrive ensemble à dire, voilà, moi, je fabrique tel produit, je génère 100, 120, 300, 500 tonnes de verre médicamenteux par an. On identifie ça chez 5 fournisseurs et 300 établissements de santé et on crée une filière. C'est ça l'avenir. Et c'est tout à fait possible. On est en train d'essayer de le faire, mais on a besoin de travailler de concert avec vous et non pas en opposition. Ce n'est pas ça le sujet. Donc, c'est compliqué, Caroline, je me permets. Je suis d'accord, tout ceci est compliqué. Mais le monde est compliqué et les enjeux qu'il y a devant nous sont compliqués. Par contre, les solutions ne sont pas si compliquées. Si demain, on prend tous les fournisseurs de la CAP et on vous demande à titre confidentiel, et ça ne sort pas, et c'est le métier de la CAP de connaître la composition des produits, dites-nous quels sont les métaux précieux qu'il y a dans vos dispositifs médicaux, on les collecte, on crée une filière. Mais quand on nous écrit non, on ne vous le dira pas, au secours, on va devoir demain être dans l'affrontement, on va demander à des députés d'écrire des projets de loi. Non, ça n'a pas de sens. Faisons-le ensemble, c'est ça l'idée. Et là, on change les choses très profondément. On va être ambassadeur. Pardon?
pour être les ambassadeurs de ces messages, effectivement, c'est important. Bien sûr. Je pense, moi, il y a quelque chose qui m'a fondamentalement marqué sur ces quelques dernières années. Et bon, il y a eu beaucoup d'événements hein, dans nos vies, là, entre les crises, enfin bon, on ne va pas faire l'inventaire des crises, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la loi Pacte qui permet de créer des sociétés à mission, définissant la raison d'être d'une organisation, définissant les objectifs, ces objectifs étant contrôlés par un tiers. Pour moi, c'est une révolution comme la loi de 1901 qui a créé les associations. Hélas, on ne communique pas assez là-dessus. Moi, je suis vraiment fan de ça parce que ça permet à une organisation et ses salariés, hein, ce n'est pas tout seul le PDG qui, dans son coin, va définir voilà, ma raison d'être, c'est ceci. Moi, je l'ai vécu à l'échelle d'une boîte de 30 personnes comme nous. On a défini notre raison d'être, eh bien, on l'a voté, validé. On est 30 à l'avoir défini. Eh bien, notre raison d'être aujourd'hui, quand on vient bosser dans l'agence Primum, on vient bosser parce qu'on veut partager cette raison d'être. C'est pareil, un labo. Sa raison d'être, ce n'est pas de faire du pognon et de rapporter de l'argent à ses actionnaires. Ce n'est pas ça la raison d'être. Ça, c'est OK, ça existe, ce n'est pas un problème. Mais la raison d'être d'un laboratoire, de produits ou de services, va bien au-delà de ça. Et de ce fait, ça permet, une fois qu'on l'a bien défini, qu'on s'est fixé des objectifs, tout simplement de les atteindre et de mesurer les externalités qu'on peut générer. Donc, c'est passionnant. Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Et à mon sens, l'indice vert de la CAP ou les outils que j'ai présentés tout à l'heure pour mesurer le propre engagement de vos fournisseurs, c'est ce qui permet de passer à l'étape supérieure derrière. Je pense qu'on arrive à la fin de notre intervention. S'il n'y a pas d'autres, merci Andrea de nous dire que vous allez nous quitter. S'il n'y a pas d'autres interventions, de toute façon, Paul et moi-même et mon équipe, on est à votre disposition en permanence par mail ou autre pour vous aider à avancer parce que je pense que le monde de la santé, dont vous faites partie, doit maintenant se mettre au service de la politique du pays, de l'économie du pays et de la santé de manière plus préventive, de manière plus proactive. Voilà, je crois que c'est maintenant ou jamais. En tout cas, les objectifs sont fixés pour 2030. On a envie d'agir et plus vous serez à nos côtés pour le faire, et bien plus on pourra avancer. Merci de votre présence, de votre engagement et on a rendez-vous le 18 mai. On vous précisera les thématiques que nous aborderons à cette occasion. À très bientôt. Merci de votre engagement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne fin d'après-midi.